tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses aujourd'hui à la Bellevilloise. Aujourd'hui, la jeunesse fait face à une Europe qui ne correspond plus à ses aspirations. Et donc, forcément, avec des décennies de politiques néolibérales, écocidaires, antisociales, eh bien, l'Europe a été détruite. Et donc, ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une nouvelle majorité qui sera capable eh bien, de changer ce schéma. Et donc, nous, l'Europe que l'on veut mettre en place, on vous propose de la dessiner aujourd'hui ensemble. Cette nouvelle voie, nous voulons la construire avec les acteurs du monde de la société civile, associatifs, syndicats, mais aussi avec tous les jeunes qui veulent construire un monde meilleur, et bien sûr avec les candidats et les candidates présents sur la liste des écologistes. Alors l'objectif d'aujourd'hui, c'est qu'une personne de la société civile vienne faire part de ses interrogations sur l'Europe et qu'une de nos candidates vienne y répondre. Alors, avant de commencer, nous voulions remercier chaleureusement d'abord les équipes du Bureau national des jeunes écologistes, sans qui cet événement n'aurait pas pu être possible. Bien sûr, nous voulons également remercier Marie pour son engagement envers les jeunes et envers les jeunes écologistes. Les équipes des écologistes, Julien, Rodéric, Pierre-Louis et tant d'autres, sans qui cet événement n'aurait pas pu être réalisé. Bien sûr, nous voulons également remercier les élus et les membres du groupe local du 20e arrondissement qui nous accueillent aujourd'hui à la Bellevilloise. Alors maintenant, nous allons commencer et nous allons accueillir une ancienne porte-parole des jeunes écologistes, actuelle secrétaire nationale des écologistes. Je vous prie d'accueillir Marine Tondelier. Bonjour tout le monde, est-ce que vous allez bien? Pas mal, peut mieux faire. On m'avait dit que c'était les jeunes, que ça allait être mieux que d'habitude, donc je vous propose qu'on reparte d'un bon pied ensemble, vous pouvez faire beaucoup mieux. Est-ce que vous allez bien? Ben voilà, quand vous voulez, vous faites un effort. Bon bah ça tombe bien que vous soyez en forme, parce qu'on va parler d'un super sujet hyper enthousiasmant, le backlash écolo. Oui, bah oui, je viens de casser l'ambiance de votre après-midi, désolée. Mais j'arrête pas d'entendre parler de backlash écologiste. Je vois le sujet monter depuis quelques mois. Alors, il y a eu un premier appel d'un journaliste, il y a eu un édito par-ci, des enquêtes d'opinion bien ficelées par-là, une affaire manifestement rondement menée. Alors, j'ai réfléchi, oui, je réfléchis parfois, et je me suis dit, ce backlash écolo, qu'est-ce que c'est? Je suis arrivée à la conclusion très simple que c'était le narratif d'Emmanuel Macron et de certains de ses partenaires européens, parce que, en fait, pour imposer un statu quo, ils racontent et ils font raconter partout que, évidemment, c'est la mise en œuvre des politiques écologistes qui, oui, ferait monter l'extrême droite. Vous n'êtes pas très bienveillants à leur égard, mais ça tombe bien, eux non plus. Sérieusement, qu'est-ce qui leur arrive? Nous, écologistes, le répétons depuis des décennies. Sans justice sociale, pas de justice environnementale. Car sans justice, pas d'acceptabilité sociale. Et la transition écologiste ne se fera pas contre le peuple. Elle doit donc être acceptable pour être acceptée. Ça paraît quand même très simple. Mais non, tout ce qui est concept un peu compliqué, par exemple la justice, ils ont du mal à comprendre au gouvernement. Dans leur tête, évidemment, ça ne peut pas être de leur faute. Donc évidemment, c'est de la nôtre. Évidemment, ils choisissent comme bouc émissaire celles et ceux qui pourtant dénoncent le problème depuis longtemps, en première ligne, devant leur trop longue indifférence générale à eux. Évidemment,
les gars sont au pouvoir depuis plus de 10 ans, reprennent les thèmes de l'extrême droite, voire leur méthode, disent publiquement qu'ils préfèrent le Rassemblement national à certains élus de gauche dans l'hémicycle, déposent des amendements avec le RN, élisent même 2 vice-présidents Rassemblement national à l'Assemblée nationale, et mènent une politique de classe au profit d'une poignée et sur le dos des plus fragiles. Mais si le danger est nationaliste et le fascisme prend de l'ampleur, c'est à cause de nous, les écologistes, évidemment. Alors oui, et ça paraît absurde, tellement la ficelle est grosse, mais l'heure est grave, parce que face à ce qui est le défi le plus important et le plus dur que l'humanité n'ait jamais eu à relever, nous sommes en train de perdre du terrain. Oui, je le dis simplement, mais assez solennellement, l'écologie est en danger. Quelle est la place du ministre de l'écologie dans l'ordre protocolaire du gouvernement? Vous le savez, avant-dernier. Avant-dernier, alors que le premier gouvernement de l'ère Macron, en 2017, il était 2e et ministre d'État. Qui a déjà entendu parler le nouveau Premier ministre d'écologie, à part pour nous insulter? Moi, jamais. Comme quoi la jeunesse n'est pas forcément gage de modernité, vous avez bien compris que je ne parlais pas de vous. Quel est le premier poste à faire les frais de coupes budgétaires sur les 10 milliards d'économies que le gouvernement vient de décider en urgence par décret? L'écologie, évidemment, pour 2 milliards, soit 20% des économies annoncées. Notamment, il y a 1 milliard sur MaPrimeRénov' qui est supprimé. Ça fait à peu près 100 000 à 150 000 logements rénovés en moins, ce qui correspond à toute la ville de Lille ou à toute la ville de Rennes. Comme dirait l'autre, les comptes ne sont pas bons, Kevin. C'était un pari, c'était aussi pour voir dans la salle qu'il y avait la ref ou pas. Donc si vous ne l'avez pas demandé à votre voisin, il vous expliquera aussi qui est Natacha Saint-Pierre, tout ça. Voilà, c'est dit. Team Inès Reg. 150 000 logements rénovés en moins et autant de familles. Il y a tous les vieux qui demandent à leurs voisins, maintenant c'est qui Inès Reg? On vous a dit qu'on vous expliquerait, mais après. 150 000 logements rénovés en moins et autant de familles qui verront leur facture d'électricité ou d'énergie exploser l'hiver, qui vivront dans des bouilloires thermiques l'été. C'est ça la politique du gouvernement. Le backlash écologique, c'est eux. Le backlash écologique, c'est eux. Et alors comment ils justifient? Alors ça, je vais vous dire, c'est une vraie histoire. Christophe Béchu, en fait, les comptes ne sont pas bons, Christophe, il dit « L'année dernière, on a sous-consommé 1 milliard sur MaPrimeRénov', donc on peut supprimer 1 milliard cette année. » Alors eux, ils ne se disent pas 1 milliard non consommé sur un sujet aussi important. Ils ne se disent pas pourquoi, il faut trouver une solution, non. Ils se disent c'est normal, c'est pas si grave, et même en fait, soyons clairs, ils se disent tant mieux, ça fait des économies. Pas d'énergie, mais de budget. C'est absurde parce que même Pisani-Ferry, donc Jean Pisani-Ferry, c'est quand même un des plus grands économistes français, c'est quand même lui qui a écrit le programme d'Emmanuel Macron en 2017, donc s'ils ne nous croient pas nous, au moins ils peuvent croire Jean Pisani-Ferry. Il dit même lui aujourd'hui qu'il est urgent d'investir dans la transition parce que chaque euro qu'on croit économiser aujourd'hui, on le paiera de manière exponentielle dans les années qui viennent. Bref, je ne sais plus trop quoi faire pour eux en fait. Je sais surtout que nous n'allons pouvoir compter que sur nous-mêmes, chers amis, parce qu'il n'y aura jamais, non jamais d'écologie sans les écologistes. Ouais, c'est pas mal. Je reconnais, c'est pas mal l'ambiance, je reconnais. Je vais vous déprimer encore plus, parce que je veux pas que vous oubliez qu'en plus d'être hypocrites et lâches, car oui, ils sont hypocrites et lâches, ils se cherchent un ennemi au gouvernement. Et même, ils l'ont trouvé. Ils font même plus semblant. Vous vous rappelez Hollande? Son ennemi, soi-disant, vous vous rappelez, c'était la finance. Bon, l'ennemi de Macron, et là, c'est pas pour rigoler, lui, ce sont les écologistes. Ils font plus de nous des adversaires politiques, simplement, mais des ennemis de l'intérieur, des terroristes. Alors, je vais vous parler de Philippe, cette semaine, militant respecté de notre parti en Normandie, 76 ans, dont des décennies de lutte écologiste et pacifiste, qui s'est retrouvé en garde à vue, arrêté de bon matin comme un terroriste. C'est un militant calme, dont les copains locaux ont été sidérés par l'arrestation. Un de ces militants déterminés, engagés, qui se bat avec les faits, avec le droit, et dans toutes les élections, comme nous, sans compter leurs heures, que cela coûte à leur vie personnelle ou familiale. Et donc voici Philippe, retenu des heures et des heures en garde à vue, et d'autres militants de la même action ont été, eux, arrêtés par la sous-direction de l'antiterrorisme, la SDAT. Ça ne rigole pas. Évidemment, leurs moyens ne pourraient pas être utilisés plus efficacement ailleurs, comme vous le savez.
Cette histoire, c'est le reflet de la folie dans laquelle ils nous emmènent. Ils ne se rendent même pas compte de l'ineptie d'utiliser le droit antiterroriste pour protéger Lafarge. Lafarge, je vous le rappelle, c'est un grand cimentier, c'est une action contre Lafarge qui a mené ses militants en garde à vue. C'est un grand cimentier qui est, à ma connaissance, la seule multinationale à avoir reconnu sa culpabilité pour financement du terrorisme. Et cela de façon claire et définitive. Devant des tribunaux américains, oui, ils ont reconnu leur culpabilité pour financement du terrorisme. En France aussi, ils sont inquiétés comme personne morale, et c'est une première, pour complicité de crimes contre l'humanité. Quand on parle ici de terrorisme, on parle de plusieurs organisations terroristes qu'ils ont financées, oui, dont l'État islamique, à hauteur de plusieurs dizaines de millions de dollars en cash. C'est cet argent qui, en partie, oui, a permis à Daesh de financer sa guerre et ses actions à l'étranger, dont les attaques qui ont touché Paris le 13 octobre 2015. Et c'est donc pour protéger Lafarge qu'ils mettent les militants d'anti-Lafarge à la SDAT, au sous-sol, au 4e sous-sol de la DGSE. Alors que les dirigeants de Lafarge, eux, quand ils avaient été entendus, c'était à la préfecture de police, c'était aussi au service des douanes judiciaires, dans une toute autre ambiance, et vous l'imaginez, sous un tout autre régime. C'est toujours la même histoire avec eux. Fort avec les faibles et faible avec les forts. Et ça, jamais nous n'arrêterons, non jamais de le dénoncer. Pour Philippe, pour Félix Blanc, à qui il est arrivé la même chose il y a quelques mois, et pour tous les autres. Alors, on pourrait passer des heures à discuter de backlash écolo parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'exemples. Mais un, je ne veux pas vous déprimer. Deux, je voulais célébrer aussi avec vous des victoires écolo. Et puis surtout, je voulais laisser la place à tous les super intervenants qui vous attendent. Je vais finir donc par vous raconter les 2 heures que j'ai passées à l'Assemblée nationale le 4 avril dernier. Il y avait la niche écologiste et un texte sur lequel je suis en travail depuis longtemps avec le mouvement, avec Mélissa Camara, avec toutes celles et ceux qui ont organisé des tests dans les cheveux, dans l'eau du robinet partout en France, un texte sur les polluants éternels, les PFAS, les polyfluoralkylés, car oui, je suis la seule personne qui arrive à le dire. Et donc, j'ai juste dit un mot compliqué de 3 syllabes, vous êtes contents, dis donc, vous êtes bon public. Hein. Donc, attendez, c'est pas fini. Texte sur les polyfluoralkylés. Et donc, je vais en tribune pour soutenir les députés écolos. Et je me retrouve d'ailleurs avec Camille Etienne. J'ai tué la vélotypie, c'est ça ? Polyfluoralkylés. Et donc, je suis en tribune avec Camille Etienne et j'assiste à 2 heures de débat parlementaire. Et là, j'entends un truc fantastique. Le ministre Lescure, qui s'adresse aux écolos dont il en avait ras-le-bol alors que ça ne durait que depuis 30 minutes. Et il dit « Mais alors, vous qui êtes européens, vous allez m'expliquer pourquoi vous nous embêtez là à l'Assemblée nationale et pourquoi vous n'allez pas porter ce débat à l'Europe. » Donc Marie s'énerve parce qu'elle l'a vraiment fait, c'est-à-dire la première qui a prononcé le mot de polyfluoralkylé au niveau européen, c'était Marie Toussaint. Il se trouve que le commissaire qui aurait dû travailler dessus, c'est Monsieur Breton, il n'est pas breton, mais bref, il nous représente à la commission, et qui n'a rien fait. Donc oui, cher ministre, quand ça ne se passe pas à l'Europe, on le fait en France, mais on le porte quand même à l'Europe. Et il n'a vraiment rien compris s'il croit que quand on dit qu'on est européen, c'est parce que tous les problèmes, on veut les mettre à l'Europe et pas les résoudre en France. Parce que figurez-vous que quand on est écolo, on gère le problème localement. La ville de Lyon vient de porter plainte sur un cas de polluant éternel, qu'on le fait dans les départements, dans les régions, au niveau national et bien sûr à l'Europe. Donc que M. Lescure ne s'inquiète pas, oui, nous allons aussi nous en occuper à l'Europe. Mais donc là, j'ai entendu ça m'a un petit peu énervée. Vous me connaissez, je monte vite en tension. Et donc je me dis, déjà, il se fout de moi. Et là, un autre député de la majorité fait la phrase la plus fantastique de la journée. Il se lève et puis il dit oui, cette mesure va dans le sens de l'histoire. Bon, c'est déjà pas mal, il nous concède. Et il dit oui, mais c'est pas le moment. Donc ça, c'est quand même une rhétorique typique sur les sujets écolos des non-écolos. Et donc ce que je voulais finir par vous dire, c'est que n'oubliez jamais que l'écologie, plus tard, c'est que c'est... J'ai raté, je recommence, ok ? J'ai dit polyfluoralkylé 4 fois, ça m'a pris toute mon énergie. N'oubliez jamais, donc chers amis macronistes, chers Français, chers jeunes écologistes, chers moins jeunes écologistes, mais qu'on aime quand même, que l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Je le sais, vous le savez,
Nous le savons, alors tous en campagne. Et le 9 juin, on vote pour Marie ? Bravo. Merci beaucoup Marine pour ton engagement à nos côtés et pour ce très beau discours. Donc maintenant, nous allons accueillir Abdoulaye Diarra, colistier sur la liste de Marie Toussaint. Abdoulaye Diarra qui était également président de la Mutuelle des étudiants de France et vice-président de Fondation des étudiants de France, avec Quentin Bourgeon, donc de Rêve Jeune. Bonjour. Non, moi je voulais interpeller Abdoulaye sur un sujet qui, contrairement aux préjugés qu'on peut avoir, concerne énormément les jeunes. C'est la question de la santé, qui est un sujet qui est important, notamment sur des questions de besoins de prévention qui ne soient pas descendants sur les jeunes, de bénéficier des parcours de soins de qualité et accessibles, notamment en termes de tarifs, et aussi d'avoir aussi une place des jeunes dans la construction des politiques de santé. Mais là où l'interpellation est peut-être un peu plus précise, c'était sur la question de la santé mentale. La santé mentale, on en a beaucoup parlé, parfois avec beaucoup de clichés, un peu de récupération, même beaucoup, depuis la période Covid, où on explique que les jeunes vont très mal, et c'est vrai, ils vont très mal, c'est daté d'avant le Covid, et en Europe, ça reste la deuxième cause de mortalité, c'est le suicide. Et face à ça, en fait, moi, ma question, c'est justement... quand on a une approche un peu plus globale de pourquoi est-ce que les jeunes vont mal, pourquoi est-ce qu'il y a une problématique de santé mentale, qu'on voit que c'est des questions de précarité, que ce soit alimentaire, de logement, de financement, ou notamment des angoisses qui sont liées aux questions de génération. Quelles sont tes analyses et surtout quelles mesures mettre en place face à ce constat ? Alors, merci pour la question et l'introduction. Il nous semble fondamental, pour répondre à cette question, de revenir sur les raisons de notre présence ici. En fait, enfin, on parle de la question de la jeunesse européenne. On essaye de lui donner de la voix. On parle de ses problématiques et surtout des solutions écologistes, dans une période où notre voix elle est systématiquement confisquée. En fait, on est dépeint comme des abstentionnistes, des personnes désengagées, des fois anti-européens, sans jamais se poser la question de en fait, quelles sont les difficultés qu'on rencontre. Et la jeunesse européenne, c'est ce que tu évoquais, elle est confrontée à une triple crise. Une crise sociale sans précédent. À travers toute l'Europe, on le voit, la jeunesse, elle est plus que jamais précarisée. Une crise environnementale, avec une situation où on ne peut pas garantir tout simplement que dans 30 ans, nous vivions encore dans une planète habitable. Et surtout la guerre. Et les événements d'hier nous le rappellent, mais face à l'escalade, comment ne pas se sentir impuissant face à une Union européenne qui ne donne pas les réponses et qui ne donne pas le sentiment d'avoir la capacité ni la volonté à agir. La réalité, c'est que l'Europe, elle peine à répondre aux aspirations de la jeunesse. Après tout, comment construire une jeunesse européenne sans jamais répondre concrètement aux crises quotidiennes que rencontrent les jeunes? Comment construire une jeunesse européenne en nous habituant à la voir, faire la queue devant des distributions alimentaires, comme si c'était un élément de notre quotidien ordinaire? Comment construire une jeunesse européenne en lui opposant à la question du droit à l'éducation, à la question de l'émancipation, l'austérité, la reproduction sociale? Et surtout, comment construire une jeunesse européenne en lui opposant un monde à plus 3, plus 4 degrés? C'est pourquoi nous, écologistes, nous portons un horizon européen. Un horizon européen qui nous protège, qui nous défend et qui fait de la jeunesse un axe primordial de son action, qui donne à la jeunesse les moyens d'agir, les outils pour faire face aux défis de notre siècle. C'est pour ça que je suis très fier d'être sur cette liste, en tant qu'ancien syndicaliste étudiant qui a passé plus d'une dizaine d'années à me battre très concrètement pour faire en sorte que la précarité des jeunes, elle recule, et surtout, très fort d'être sur une liste qui fait le choix de porter le revenu européen de formation aux élections européennes. Un revenu européen qui vise à placer les jeunes au cœur de notre engagement européen. Un revenu européen qui garantit une aide à destination de l'ensemble des jeunes, calculé selon le coût de la vie dans les États membres et surtout calculé selon le besoin des jeunes et plus seulement selon la situation de leurs parents. Parce qu'après tout, on se retrouve
dans une situation totalement hypocrite, où effectivement, un jeune de plus de 18 ans, il peut aller en prison. Mais par contre, quand il s'agit de ses études, quand il s'agit de la précarité, systématiquement, on lui dit d'aller voir ses parents et, si possible, de ne pas faire trop chier. Et donc la réponse, elle est claire. C'est dire un revenu européen qui permet de rendre effectif le droit à l'éducation, à l'émancipation de la jeunesse, qui garantit qu'indépendamment de ses études, qu'il s'agit de filières courtes, qu'il s'agit d'étudier dans l'enseignement supérieur ou encore tout simplement dans des écoles de commerce, non, nous les jeunes, on n'est pas condamnés à la précarité. Et non, nous les jeunes, on ne va pas se laisser faire. Et surtout, un revenu européen qui garantit une volonté de l'Union européenne d'investir dans la jeunesse. Parce que non, sans jeunes, il n'y a pas d'Union européenne. Sans la jeunesse, sans tout simplement permettre à la jeunesse d'avoir les outils de faire face aux défis de notre siècle, ben non, l'Union européenne, elle ne peut pas fonctionner. Non, on ne peut pas se contenter de se dire qu'un jeune sur 3 va aller voter à ces élections européennes. Nous, en tant qu'écologistes, on ne se résigne pas et on dit qu'effectivement, les jeunes, ils vont être au cœur de notre campagne, au cœur de notre engagement et au cœur du concret. Et je finirai là-dessus, mais je pense qu'il est essentiel de savoir que pour nous, les écologistes, la jeunesse, c'est pas une variable d'ajustement. La bataille qu'on mène pour les jeunes, on la mène quotidiennement partout. C'est à Lyon, c'est dans notre métropole lyonnaise où on s'est battu pour mettre en place un RSA jeune face à l'inaction de l'État. C'est au Parlement où nos sénatrices se sont battues pour mettre en place une allocation d'autonomie pour garantir justement aux jeunes d'avoir une protection. Et demain, c'est à l'Union européenne qu'on va se battre pour garantir que les jeunes puissent être protégés. Alors dès demain, on continue à se mobiliser et le 9 juin, on va montrer que les jeunes ne se laissent pas faire. Merci. Merci Quentin et Abdoulaye. Alors bien évidemment, impossible de parler de la jeunesse en Europe sans entendre parler de la Fédération des Jeunes Verts européens. Alors ils ne pouvaient pas être présents avec nous aujourd'hui, mais ils ont quand même voulu nous laisser une vidéo. Donc je vais vous laisser avec la vidéo de Sean Curry et Benedetta Scuderi, qui sont les porte-paroles de la Fédération des Jeunes Verts européens. Bonjour à toutes et tous, I'm Sean, co-spokesperson of the Young European Greens. The 9th of April, a few days ago, was a huge day for climate and young people in Europe because of what happened in this building and this room. Me and the person that's holding the camera that I'm speaking to right now pushed for a recommendation to be accepted, and we won by governments across Europe. This recommendation is the culmination of at least 6 years of work of young people who are friends of mine, many of whom are in the Young European Greens, pushing for the Council of Europe to take climate as part of its agenda. And it refused to for years, but eventually we won. Every step of the way, national governments have tried to water down this text. Until the very moment that it passed, we thought that it was likely to be delayed. The reason that now governments will be encouraged to follow this text, if it goes through the next stages of procedure, whatever, is because of young people. We cannot leave politics to the fossil fuel lobbyists, to the conservative old men. And sure, we need young people on the streets, we need young people doing civil disobedience, but we also need young people engaging with institutions, engaging with where the power is in our politics. Ciao, I am Benedetta, the co-spokesperson of the Federation of Young European Greens. So they asked me to do this in Italian and I would do this in Italian for you. Lo sapete che nel Parlamento europeo ci sono più persone che si chiamano Martin che persone under 30? Vi sembra rappresentativo della nostra società?
A me per niente non mi sembra che ci siano più persone che si chiamano Martin che persone under 30 nella società, però questo accade all'interno delle istituzioni che sono incredibilmente vecchie, che sono incredibilmente maschie, che sono incredibilmente bianche. Abbiamo bisogno di diversità. Le persone più giovani sono quelle che subiranno di più gli impatti del cambiamento climatico, che stanno subendo di più gli impatti della crisi socio-economica, che stanno subendo tantissimo gli impatti di un mondo del lavoro che è totalmente precario, che non riescono a trovare casa, che non riescono a studiare dove vogliono, che non possono muoversi e che non vedono i diritti che questa Unione Europea ci dovrebbe dare effettivamente rispettati e tutelati. È per questo che abbiamo bisogno di diversità, per questo che abbiamo bisogno di giustizia intergenerazionale e di collaborazione intergenerazionale. Nessuno farà mai un favore alle persone più giovani o gli interessi delle persone più giovani perché non capiscono effettivamente quello che stiamo subendo e tutte le nostre difficoltà. Abbiamo bisogno di farlo noi, abbiamo bisogno di farlo all'interno delle istituzioni, abbiamo bisogno di prenderci queste istituzioni e di correre per il Parlamento europeo, di vincere le elezioni e di essere sempre di più a rappresentare la nostra generazione all'interno delle istituzioni. Nous, effectivement, les jeunes écologistes, on est très fiers de militer au sein de la Fédération des jeunes verts européens. Mais pour aller sur un autre objet de fierté, récemment, vous vous en souvenez, on a pu inscrire dans la Constitution française le droit à l'IVG et ce combat a été mené notamment par Mélanie Vogel, donc sénatrice et coprésidente du Parti vert européen. Et comme elle le rappelait régulièrement, eh bien, le droit à l'IVG n'est jamais acquis malheureusement. Et donc pour parler de ce sujet, nous allons accueillir Melissa Camara, donc, qui est colistière sur la liste des écologistes et ancienne jeune écologiste, mais également Cyrine Sehil, qui est donc militante pour le droit à l'accès à l'IVG au sein du mouvement My Voice, My Choice. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci. Alors effectivement, je suis Melissa Camara, je suis féministe et candidate sur la liste de Marie aux élections européennes. Salut Cyrine. Hello, ça va? Est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Merci déjà de nous avoir accueillis ici aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir du monde. Je suis Cyrine Sehil, je suis juriste en droit pénal, je suis spécialisée dans les VSS et les discriminations et je suis surtout militante féministe antiraciste. Et si je viens aujourd'hui très rapidement, c'est pour vous présenter une campagne européenne qu'on lance, non pas en concurrence bien sûr avec celle des écolos pour le Parlement européen, mais une campagne européenne pour mettre l'IVG tout simplement dans l'Union européenne. Est-ce que... Oui, on peut l'applaudir. Est-ce que tu peux nous faire un point rapide sur la situation de l'IVG en Europe pour que tout le monde ait un peu une vision de ce qui se passe et du recul majeur des droits des femmes? Alors je ne veux pas ternir la super ambiance qu'il y a aujourd'hui. Anna l'a très bien dit, on a réussi à avoir une victoire féministe historique mondiale en France le 4 mars dernier, mais malheureusement en Europe, c'est 20 millions de personnes avec un utérus qui n'ont pas accès à l'avortement. On regarde en Italie, entre 1983 et aujourd'hui, c'est une chute de 171 000 d'IVG pratiquées. Il y a seulement 60 000 personnes maintenant qui ont accès, mais le nombre de morts est malheureusement en recrudescence, puisqu'il y a notamment les objecteurs de conscience, donc un peu plus de 65% des médecins refusent de pratiquer l'IVG. En Allemagne, c'est une baisse d'environ 30%, et c'est seulement dans les cas les plus graves que l'on peut obtenir l'IVG. On l'a vu en Pologne, avec l'arrivée de l'extrême droite, l'avortement a été supprimé alors qu'il avait été légalisé. Et actuellement, il y a deux propositions de loi au Parlement polonais, une pour rétablir l'avortement et une autre, bien sûr, de nos chers fachos pour encore plus la restreindre. Il y a également la Croatie, il y a également Malte, il y a la Hongrie. En fait, partout en Europe, la montée de l'extrême droite est corrélée à la suppression du droit à l'avortement et donc du droit de disposer de nos corps. Et du coup, là, qu'est-ce que vous portez? Quelle est votre campagne? Est-ce que tu peux nous présenter rapidement? Et après, on va vous demander un petit exercice à la fin, vous allez voir. Préparez-vous. Donc on a lancé une coalition d'organisations féministes partout en Europe qui est My Voice, My Choice, et en France c'est Ma Voix, Mon Choix. Et donc en fait l'objectif c'est d'abord de créer une véritable coalition féministe face à l'extrême droite. Et en France ça a été créé par Alice Coffin, Mathilde Viau, Sarah Durieux et tant d'autres, et Camille qui est là-bas aussi. Bravo.
Donc déjà, c'est d'avoir une vraie force féministe contre l'extrême droite et contre la droite, parce que oui, la droite est aujourd'hui associée à l'extrême droite, on va pas se mentir. Et c'est d'abord et surtout en fait de lancer une initiative citoyenne européenne qui vient d'être acceptée par la Commission européenne pour recueillir vos signatures. Merci. Et donc très rapidement, en fait, cette initiative citoyenne européenne, elle vise à créer. Donc on ne peut pas imposer aux États de légaliser l'avortement dans leurs États, malheureusement, mais en fait ce qu'on peut faire, c'est créer une sécurité sociale de l'avortement en Europe et que donc toute personne qui n'a pas accès à l'IVG dans son pays puisse aller dans un autre pays de l'Union européenne qui a légalisé l'avortement pour pouvoir bénéficier de l'avortement sans aucun frais et que ça soit pris en charge. Merci, merci. Comme l'a dit Cyrine, partout en Europe, quand l'extrême droite arrive au pouvoir, elle s'attaque aux droits des femmes, aux droits des minorités, aux droits des exilés. Et particulièrement, on a vu le cas en Pologne où quand l'extrême droite est arrivée, ils ont renié le droit à l'avortement. En Italie, les mères lesbiennes se sont vues retirer des droits. Et donc, il est urgent, nous avons le devoir, nous avons le pouvoir de changer les choses le 9 juin. Et Marine disait tout à l'heure qu'il n'y a pas d'écologie sans écologistes, il n'y a pas de féminisme sans féministes. Et le 9 juin, nous devons envoyer des eurodéputés féministes. On le voit à l'Assemblée nationale, au Sénat, les changements se font. On gagne des droits grâce à des députés féministes. On parlait de Mélanie Vogel, il y a Sandrine Rousseau, il y a Marie-Charlotte Garin, les députés écolo-féministes pour avancer nos droits. Le 9 juin, nous avons le devoir, le pouvoir. On le voit, je parlais de la Pologne, je peux vous donner le cas espagnol. Quand les jeunes se mobilisent, quand les femmes se mobilisent, quand les LGBT se mobilisent, on peut renverser l'extrême droite, on peut changer les choses, on doit changer la vie le 9 juin. Parce que nos droits ne sont pas des variables d'ajustement. Parce que nos droits doivent être combattus. Enfin, nous devons... non. On doit protéger nos droits en se combattant. Nous devons combattre pour nos droits. Jordan Bardella a retrouvé le chemin du Parlement il y a quelques jours pour aller s'abstenir sur l'inscription de l'IVG dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Et donc voilà ce que font ces gens au niveau européen. Et on doit envoyer des députés qui lutteront contre leur vision réactionnaire, contre les reculs qu'ils souhaitent faire passer au Parlement. Et comptez sur moi pour le faire pendant 5 ans. Je me battrai chaque jour pour nos droits. Nous porterons la clause de l'européenne la plus favorisée. Nous porterons le droit à l'IVG pour toutes et tous au sein du Parlement européen. Nous porterons les droits féministes, les combats féministes au Parlement européen. Alors le 9 juin, on y va, on va voter et on change la vie. Pour nos droits et pas pour combattre nos droits, on va faire un petit exercice. Je ne sais pas si vous avez vu le petit cœur qui circule partout pour soutenir l'initiative et que toutes les femmes et toutes les personnes menstruées puissent bénéficier de l'IVG en Europe. Alors je vais vous demander, on va faire une photo de lever la main. Vous mettez votre pouce et votre index ensemble et on va faire un petit selfie. Vous restez bien sage pendant quelques secondes. Parce que je dois faire les 2 trucs en même temps. Vous allez aller partout sur Instagram, je vous préviens. Allez, on y va, merci. Et juste très rapidement pour finir, on tient un stand tout au fond par la géniale Camille. Donc si vous avez des questions, si vous voulez rejoindre la campagne pour signer notre pétition, parce qu'on a besoin de 300 000 signatures françaises, foncez au stand parce qu'on a besoin de vous. Merci beaucoup. Merci Mélissa et Cyrine pour votre engagement. Alors, une nouvelle génération de femmes rentre dans nos institutions, mais aussi dans nos instances. Alors, elles ont voulu nous donner un petit mot d'encouragement. Donc, je vais vous laisser avec les vidéos de Marie-Charlotte Garin, députée écologiste, Mathilde Olivier, la plus jeune sénatrice de France, et Aminata Palud, candidate aux élections européennes sur la liste des écologistes.
Bonjour, au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, je suis à Oslo en Norvège où j'étais avec des parlementaires du monde entier pour une conférence sur les droits en santé sexuelle et reproductive, un enjeu féministe où on avait besoin d'avoir des parlementaires français présents, notamment pour fêter la constitutionnalisation du droit à l'IVG. Au moment où vous allez voir cette vidéo, je serai sur le chemin retour, donc ça prend un peu de temps, il n'y a pas encore assez de train de nuit partout, mais j'aurais bien voulu être avec vous, notamment pour vous dire plusieurs choses. La première, c'est que moi je le vois bien à l'Assemblée, on est très peu de jeunes de moins de 30 ans. Et pourtant, il n'y a que nous pour porter notre voix. Pourquoi ? Parce qu'on sera ceux qui sont en âge d'accéder à des responsabilités politiques qui vivront le plus longtemps avec les conséquences du réchauffement climatique. Et cette urgence-là, celle qu'on sent dans nos tripes, celle qui peut-être a fait que vous vous êtes engagés, ou que vous êtes à ce meeting, ou que vous glisserez un bulletin écolo dans les urnes au moment des élections européennes, cette urgence-là, il n'y a que nous qui pouvons la comprendre. Évidemment, après, on sera remplacé par d'autres, plus jeunes que nous, qui viendront et qui auront leurs propres idées, et tant mieux, et ce sera notre job en tant qu'aînés de faire de la place pour qu'ils arrivent. Mais voilà, pour vous dire que sur les enjeux climatiques, l'urgence que nous on ressent dans notre trip, il n'y a que nous qui pouvons la porter. Et sur les enjeux de jeunesse, on sait très bien qu'on est les plus proches du terrain pour être en capacité de porter nos questionnements, nos peurs, nos rages, nos espoirs, il n'y a que nous qui pouvons le faire. On a souvent envie de se dire ouais non mais la politique moi je m'en occupe pas, mais en fait si on s'occupe pas de la politique, c'est la politique qui s'occupe de nous, et je crois que ça on peut plus laisser passer. Pendant trop longtemps on n'a pas eu voix au chapitre. Aujourd'hui on doit être entendu, on doit pouvoir dire les termes, dire ce qui nous préoccupe et comment est-ce qu'on voit le futur aussi, parce que le monde de demain c'est nous qui vivons dedans, et on est les seuls à pouvoir avoir cette vision là et à pouvoir la porter de manière aussi incarnée. Bonjour, Aminata Palud, je suis guyanaise et ingénieure sociale et actuellement candidate sur la liste des européennes aux côtés de Marie Toussaint. Étant ultramarine, j'ai souhaité pouvoir porter ces combats et porter la voix des ultramarins durant cette campagne. Les jeunes sur nos territoires sont très importants, notamment sur la Réunion, Mayotte ou la Guyane, où la question démographique et la présence des jeunes, des moins de 25 ans, est vraiment exponentielle. Et parallèlement, ce sont aussi ces jeunes qui souffrent le plus de précarité dans tous les domaines de la vie. Donc pour moi, c'était important de pouvoir apporter des réponses, des questionnements et avancer de manière concrète. Je porte plusieurs combats, ceux effectivement de la justice sociale, de l'écologie populaire et bien évidemment celui de l'anticolonialisme et du féminisme. Donc ce que l'Europe peut apporter pour les jeunes ultramarins, ou ce qu'il faudrait faire, c'est déjà de les inscrire, de renforcer le partenariat qui existe et la capacité de ces jeunes à être en mobilité sur les territoires européens, de permettre aussi que ces jeunes aient leur voix qui soit portée aussi bien sur un plan national que sur un niveau européen, et bien sûr de favoriser une meilleure formation, d'accès à la formation, qui sont aussi des espaces finalement de socialisation, mais aussi de rencontres à travers les différentes populations qui composent cette Europe. Et je terminerai en disant quand même aussi qu'on puisse reconnaître leur particularité, la richesse culturelle, et véritablement s'appuyer sur cette richesse culturelle pour permettre un meilleur vivre ensemble. Salut tout le monde, je ne peux pas être avec vous aujourd'hui, mais je voulais vous envoyer ce message. Je suis Mathilde Olivier, sénatrice écologiste, je représente les Françaises et les Français de l'étranger et je suis la plus jeune sénatrice jamais élue. C'est le moment de passer à l'action, pour qu'on fasse élire une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques qui porteront notre voix. Celle des générations qui vivront un monde à plus 4 degrés si on ne fait rien, celle qui est consciente de l'inaction climatique des décideurs politiques d'aujourd'hui et que cette inaction, elle aura des conséquences directes sur l'habitabilité de la planète et que ce sont les plus vulnérables qui seront d'abord touchés. Mais c'est aussi la jeunesse des marches climat, celle qui a vu les mouvements écologistes gagner des élections, entrer dans les gouvernements partout en Europe. C'est aussi celle qui a pu prendre un pass interrail ou une route Eurovélo pour traverser l'Europe pendant les vacances, redécouvrir les trains de nuit grâce aux politiques européennes et de gouvernements écolo-volontaristes, qui a aussi pu faire un Erasmus et dont les points ECTS, où le diplôme est reconnu dans tous les pays où elle veut travailler. Alors on doit être présent partout pour faire entendre notre voix, celle d'une jeunesse engagée pour une Europe aux objectifs et aux politiques climatiques ambitieuses,
juste et qui lutte contre les inégalités. Alors portons cette voix partout, ici au Sénat, à l'Assemblée, dans les collectivités et surtout au Parlement européen. Alors le 9 juin, votez et faites voter Marie Toussaint. Alors, après ces mots encourageants, on vous propose d'accueillir sur scène Amine Kessassi. Amine Kessassi qui a 20 ans et qui est donc un des plus jeunes colistiers sur la liste de Marie Toussaint. Et Amine va faire face donc à Dorian Dreuil, donc expert associé à la Fondation Jean Jaurès et également coprésident de l'ONG À Voter. Bonjour, merci pour votre invitation et merci de m'accueillir. Moi j'ai plus l'habitude de commenter les meetings que d'y participer, donc je vous demande votre indulgence, je débute. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour parler de deux enjeux qui vous sont chers, qui te sont chers aussi Amine, je sais. C'est la question de la démocratie et celle de l'abstention, particulièrement chez les jeunes. La question de la démocratie parce que l'enjeu de ce scrutin du 9 juin, c'est l'enjeu d'une élection qui, dans l'histoire de la démocratie européenne, sera celle qui sera le plus attaquée par les nouveaux ingénieurs du chaos à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne. C'est aussi une élection qui sera attaquée pour déstabiliser la démocratie européenne et ce qu'elle permet. Parce que la démocratie permet justement de, on va dire, apaiser les tensions créées du débat et aussi normalement entendre la voix des plus jeunes et des nouvelles générations. Et cette élection, elle va avoir pour singularité qu'on risque, et on le voit se profiler, d'avoir une abstention massive, notamment chez les moins de 35 ans. Les moins de 35 ans, aujourd'hui, ce sont celles et ceux qui sont le moins sûrs d'aller voter le 9 juin. Et quand ils décideront de se rendre aux urnes, eh bien, ça sera sûrement quelques jours avant le scrutin, et à ce moment-là, ils pourront peut-être pas voter. Ils pourront peut-être pas voter parce que les moins de 35 ans, malgré le fait qu'ils aient le droit de vote, ils ne peuvent pas toujours accéder au bon bureau de vote. Ils font partie, ils vont se rendre compte dans les derniers jours de cette élection, qu'ils font partie des 7,7 millions de personnes qui sont mal inscrites sur les listes électorales. 7,7 millions de personnes qui auront une difficulté à aller jusque dans les urnes. Et donc là, il y a un enjeu de mobilisation très fort pour que chacune et chacun vérifie son inscription sur les listes, mette à jour son inscription sur les listes avant le 1er mai et puisse ainsi pouvoir accéder au vote. Mais cet enjeu technique, il ne suffira pas. Derrière, il y a aussi un enjeu de politiser cette élection, et particulièrement pour la jeunesse. Est-ce que vous connaissez la série Game of Thrones ? Cool. Sans spoiler, dans la série Game of Thrones, il y a un personnage qui répète souvent « Le pouvoir réside là où les hommes et les femmes se le figurent ». À vous, en tant que militantes et militants de partis politiques, de montrer à cette jeunesse qui s'engage, qui se mobilise, qui s'intéresse à la vie politique, eh bien que dans un bulletin de vote, il y a le condensé, le résumé du pouvoir citoyen. Et que la démocratie peut redevenir une fête, que la démocratie peut redevenir un lieu de pouvoir pour toutes et tous. Et que les isoloirs, eh bien, ce sont aussi des lieux de pouvoir. Je vous remercie. Bravo. Merci pour votre accueil. Moi, aujourd'hui, je voulais vous apporter des éléments, vous dire que en temps électoral, on a tendance à taper sur la jeunesse, à taper sur les jeunesses, à dire que si aujourd'hui l'extrême droite atteint ces seuils dans les sondages, c'est parce que la jeunesse ne serait pas mobilisée, parce que la jeunesse serait dépolitisée. Mais détrompez-vous, la jeunesse, elle n'est pas dépolitisée. Les jeunes, ils sont conscients des enjeux qui nous concernent, ils sont conscients, nous sommes conscients les enjeux environnementaux qui nous frappent, nous sommes conscients de la crise sociale qui frappe l'Europe, qui frappe notre pays. Mais simplement, les jeunes, ils se sentent plus représentés. Les jeunes, ils se sentent plus représentés par ces gens qui se lancent sur TikTok, qui font des vidéos et qui n'arrivent pas à trouver le chemin du Parlement européen. Les jeunes, ils sont déçus de ces personnes qui pensent que représenter la jeunesse, c'est être sur TikTok et faire des vidéos toute la journée. Les jeunes, ils sont déçus de ces décideurs politiques qui parlent tout sauf des préoccupations des jeunes, qui parlent de tout sauf
des thématiques qui concernent les jeunes, qui aujourd'hui sont des thématiques environnementales, qui aujourd'hui sont des thématiques de justice sociale, des thématiques de transport. Et surtout, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que n'ayez pas peur d'aller à la rencontre des gens, n'ayez pas peur d'aller à la rencontre des jeunes, à la rencontre des jeunes dans les quartiers populaires, d'aller parler écologie aux jeunes de quartiers populaires, d'aller voir les jeunes de quartiers populaires et de leur dire que leur voix, eux aussi, elle va compter, que nous aussi, nous allons compter durant cette élection européenne. Et il faut remercier aussi Marie Toussaint, qui aujourd'hui, à travers cette élection européenne, à travers la liste qu'elle porte pour les écologistes aux élections européennes, merci de la place importante qui est donnée à la jeunesse. Merci de la place importante qu'on nous laisse. Et de toute façon, nous les jeunes, aujourd'hui, on est prêts. On est prêts à dire à la génération de nos aînés qu'il est temps de nous transmettre, qu'il est temps de nous laisser faire aussi, de nous laisser faire pour pouvoir nous exprimer par nous-mêmes, de nous laisser faire pour pouvoir aller au Parlement européen et chercher des solutions, de pouvoir aller au Parlement européen et d'expliquer à tous ces députés européens et européennes qui ont oublié qu'il fallait à un moment aussi sortir du Parlement et aller à la rencontre des jeunes, de leur expliquer que c'est pas grave, nous on va le faire, nous on va être au contact des jeunes, nous on va aller porter aujourd'hui, comme nous l'a expliqué Abdoulaye Diarra, ce revenu de jeunes européens, nous on va aller porter aujourd'hui cette question des trains de nuit et la porter encore plus loin, nous on va aller porter aujourd'hui la question de la sécurité, dire qu'aujourd'hui l'Europe elle doit nous protéger et l'Europe elle doit protéger les jeunes de quartier, l'Europe elle doit garantir à ces jeunes de pouvoir s'émanciper, de pouvoir s'insérer professionnellement et c'est ce qu'on va vouloir aller chercher. Donc le message aujourd'hui il est clair et il est simple, c'est soyons fiers de qui nous sommes. Soyons fiers d'avoir cette ambition d'allier la justice environnementale et la justice sociale et ayons la tête haute face à ces extrêmes, face à cette droite qui aujourd'hui combat la jeunesse, qui aujourd'hui se dit porter des thématiques de jeunesse et qui ne les fait pas. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons porter ces thématiques de jeunesse, c'est nous qui allons porter au Parlement européen la justice sociale, la justice environnementale et qui allons pousser des jeunes à prendre les décisions. Merci beaucoup. Et donc, je vous demande d'accueillir encore très très chaleureusement nos deux secrétaires nationales des jeunes écologistes. J'ai longtemps cherché par quoi commencer. Mais je vous avoue que le seul sentiment qui m'est venu et qui me vient, c'est aujourd'hui la fierté. La fierté envers les jeunes, envers la jeunesse, mais surtout envers les jeunes écologistes. Lorsque j'ai voulu rejoindre une organisation, je voulais rejoindre une organisation qui portait un projet de rupture, qui porte un projet d'avenir. Et je suis extrêmement fière aujourd'hui de dire que les jeunes écologistes représentent cette voie du changement dont nous avons tant besoin aujourd'hui. Parce que la jeunesse fait face à de nombreux défis. Nous subissons les politiques néolibérales d'Emmanuel Macron. Nous subissons aussi les attaques de l'extrême droite et de la droite. La crise climatique ne fait que s'aggraver et les plus riches sont en train de consumer notre planète. Mais j'ai surtout aussi envie de dire à ceux qui tentent de réprimer notre colère que vous avez tort. Vous avez tort car vous ne faites que l'agrandir. Car aujourd'hui, la jeunesse à laquelle vous faites face et la jeunesse à laquelle l'Europe fait face est une jeunesse combative et une jeunesse déterminée à ne rien lâcher. Le projet de rupture que nous portons n'est plus seulement un objectif politique, mais une nécessité. Et je peux vous l'affirmer, les jeunes représentent aujourd'hui ce projet de rupture et de changement dont nous avons besoin. Et je peux vous le dire aussi, les écologistes l'incarnent. Enfin, les jeunes écologistes sont déterminés à ne rien lâcher et changeront aujourd'hui l'Europe de demain. Et nous allons construire l'Europe de demain.
eh bien, d'organiser ce qui est le premier meeting de l'histoire des jeunes écologistes. C'est parti. Et nous sommes fiers d'organiser cet événement maintenant parce que c'était une nécessité de porter la voix des jeunes. C'était une nécessité d'abord de montrer que oui, les jeunes sont une force. Vous tous, les bénévoles, les jeunes candidats qui sillonnaient la France, les syndicalistes, les associatifs, vous êtes la preuve que contrairement à ce que beaucoup disent, eh bien oui, les jeunes sont politisés, oui, les jeunes sont engagés, et oui, les jeunes sont prêts à faire face aux défis qui vont arriver. Enfin, c'était une nécessité aussi parce qu'il faut avoir un contre-discours face à l'extrême droite. Vous le savez, aujourd'hui, l'extrême droite essaye de séduire les jeunes. Et nous, on veut un peu débunker leur méthode, parce que concrètement, l'extrême droite ne pourra jamais être le parti de l'avenir. Quel avenir aller chercher dans un parti qui est contre l'IVG, dans un parti qui est climato-sceptique, raciste, dans un parti qui, même tout basiquement, n'a aucune proposition pour la jeunesse dans son programme? Ce n'est pas là l'avenir. Et puis, c'était aussi une nécessité pour montrer que oui, l'Europe peut changer des vies. On sait à quel point de nombreux jeunes peuvent en douter. Et nous voulons leur dire que ce n'est pas l'Europe le problème, mais c'est bien la majorité néolibérale qui la dirige. Une Europe fédérale, sociale, écologiste pourrait mettre fin à la précarité. Et donc, en cette semaine européenne de la jeunesse, le meeting tombe plutôt bien, on pense qu'il est important de rappeler que l'abstention des jeunes n'est pas une fatalité. Et donc là, on vous dit à vous, écologistes, plus âgés, qu'il est important de laisser la place aux jeunes, de nous écouter et de vous engager à nos côtés pour redonner confiance dans la politique. La présentation des jeunes écologistes qui sont sur la liste aux européennes. Donc on va vous laisser avec les vidéos de leur présentation et des mesures qu'ils souhaitent aussi porter tout le long de la campagne. Merci beaucoup. Je suis Corentin Soleillac, j'ai 25 ans et je suis élu dans la Vienne. Je m'engage sur la liste de Marie Toussaint pour mettre au cœur des débats les questions écologiques et sociales à travers le prisme de l'économie. Nous, on n'a jamais le choix. On n'a pas le choix de faire face aux fachos. Pas le choix face à l'urgence. Pas le choix de subir la précarité étudiante, l'effondrement de notre santé mentale. Nous, le seul choix qu'on a, c'est s'engager, faire face ou déprimer dans notre canapé. S'engager avec Marie Toussaint, s'engager avec les écologistes, c'est de redevenir acteur, reprendre la main, arrêter de subir pour dessiner le monde qu'on veut. Finalement, c'est changer nos vies et celles de nos gamins. Si j'ai souhaité rejoindre la liste portée par Marie Toussaint, c'est car je suis convaincue que l'Europe est le bon échelon pour porter des politiques ambitieuses pour le climat et pour la justice sociale. L'éthique et la politique de la douceur de Marie me correspondent et j'ai eu envie de m'engager à ses côtés pour porter ces combats. Moi je vous parle depuis mon territoire, la Haute-Savoie, à côté de la frontière suisse, là où on est véritablement riche d'une culture, riche d'une agriculture, riche d'une gastronomie, riche aussi de biodiversité et de paysages, mais riche, bien sûr, d'inégalités. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi je suis engagé auprès de Marie Toussaint sur la liste des écologistes pour les élections européennes, parce qu'on va défendre, comme on le fait tous les jours, ce triptyque de justice, de paix et d'écologie qui est essentiel aujourd'hui. Je m'appelle Logan Braque, j'ai 28 ans, je suis amiénois et je suis candidat sur la liste des européennes avec Marie Toussaint. Si j'ai décidé de m'engager auprès de cette liste, c'est parce que je suis issu d'un territoire sinistré qui a subi de plein fouet la désindustrialisation. Whirlpool, Goodyear et maintenant Metex, Amiens et la Picardie subissent les conséquences d'un libre-échange européen à outrance. Bonjour à toutes et à tous, je suis Juliana Mitzvot, j'ai 26 ans et je suis nantaise. J'ai souhaité rejoindre la liste de Marie Toussaint car j'ai décidé d'agir face aux urgences climatiques et sociales.
Nous le voyons, les questions climatiques sont trop souvent mises sous le tapis, malgré un consensus scientifique. La justice sociale est quant à elle mise à mal face à des politiques de plus en plus déconnectées et stigmatisantes. En votant pour les écologistes le 9 juin, c'est la planète que nous sauvons, c'est la justice sociale que nous défendons et c'est la santé que nous améliorons. Salut, je m'appelle Loris Dumas, je suis co-secrétaire régional des Jeunes Écolos Rhône-Alpes. Je viens de Lyon, j'ai 19 ans et je suis le plus jeune candidat sur la liste portée par Marie Toussaint pour les élections européennes. Aujourd'hui, on se trouve dans un contexte où l'extrême droite est présentée comme la grande vainqueur de l'élection à venir. Mais la jeunesse ne se résignera pas face à cette défaite annoncée. Non, nous ne voulons ni d'une jeunesse patriote qui se tient sage, ni d'une jeunesse en ordre, et encore moins d'une Europe des nations raciste et mortifère. Bonjour, je m'appelle Noël Henry, je suis conseillère municipale à Quimper. Je suis déléguée sur les questions de relations internationales, de végétation de la ville et également d'agriculture urbaine. Et à côté de ça, je suis donc candidate sur la liste de Marie Toussaint pour les élections européennes. Bonjour, je m'appelle Théo Devos, j'ai 20 ans et je suis candidat aux élections européennes sur la liste écologiste avec Marie Toussaint. Je viens de Grande-Synthe où j'ai vécu avec une mère au RSA et je suis actuellement étudiant boursier. C'est ce vécu qui m'a poussé à m'engager chez les écologistes il y a 3 ans et à lutter contre la pauvreté. Comment l'économie peut être au service de la transition écologique et de la justice sociale? L'Union européenne doit soutenir les TPE et les PME qui ont des projets à fort impact social ou environnemental et conditionner les aides de l'Union européenne à travers ce spectre-là. L'Union européenne, avec les écologistes, c'est le fédéralisme. Quand on a un projet de société comme le nôtre, de justice sociale, de justice climatique, d'espoir en l'avenir, est-ce qu'on veut le limiter aux 68 millions de Françaises et de Français ou le porter pour les 450 millions de personnes en Europe? Si je devais parler d'une mesure phare qui pourrait faire changer l'Europe, ce serait de prendre le contrôle sur les entreprises fossiles en créant un fonds de souveraineté écologique qui permettrait à l'Europe de devenir l'actionnaire majoritaire de ces entreprises fossiles. Ces entreprises fossiles détruisent aujourd'hui la planète, le climat et notre santé, et il est urgent de reprendre le contrôle sur celles-ci et de les obliger à respecter l'accord de Paris. Et moi j'ai envie qu'on parle particulièrement d'alimentation, pour qu'on ait enfin une alimentation qui soit saine, qui soit durable, qui soit respectueuse de l'environnement, mais qui soit respectueuse de nos travailleuses et de nos travailleurs, de nos paysannes et de nos paysans. C'est pour ça que nous, on va porter une volonté politique très forte, une volonté politique forte pour une sécurité sociale alimentaire au niveau européen, pour qu'on ait enfin, le 9 juin, une alimentation qui soit respectueuse. Il faut qu'on envoie une délégation écologiste très forte, et c'est ce que je vais essayer de porter avec vous jusqu'au 9 juin. L'Union européenne pourrait être garant d'une industrie plus verte qui éviterait le dumping social et la délocalisation incontrôlée. Au sein du Parlement, nous, écologistes, nous pourrions faire voter des lois qui permettent le meilleur contrôle de ces industries qui ne respectent pas le droit du travail européen. Faire de l'Europe une institution qui protège les travailleurs et les Européens, c'est la raison de mon engagement avec Marie Toussaint. Dernièrement, nous avons entendu parler des PFAS, dits polluants éternels, grâce à la victoire des écologistes à l'Assemblée nationale. Demain, c'est à nous de porter cette interdiction des PFAS à l'échelon européen. Mais cette interdiction doit s'accompagner de dépollution des zones industrielles sur le principe de pollueur-payeur. Elle doit également s'accompagner de recherche pour trouver des solutions de remplacement non toxiques aux PFAS. Et il doit également y avoir des fonds destinés aux territoires pour notamment la transformation des emplois. Nous sommes l'alternative face à ce vieux monde qui finit. L'écologie politique, c'est le seul projet alternatif entre le monde d'hier du RN et le monde des marchés des macronistes. Nous sommes la liste avec le plus de jeunes, c'est la preuve qui nous est faite de leur confiance, preuve de la confiance envers l'avenir. Nous sommes la jeunesse de la génération climat, nous sommes la jeunesse qui ne dit pas non à son avenir, qui croit qu'ensemble les choses vont changer, que l'étranger n'est pas le péril, mais que le péril c'est notre inaction. Alors cette élection ne sera pas anodine, ce ne sera une bascule, il faut donc que la jeunesse se mobilise dans les urnes. Il y a surtout 3 choses que je vais essayer de porter et que je porte déjà pendant cette campagne et après aussi. Des questions aussi d'agriculture et de pêche qui sont 2 questions très présentes en Bretagne, donc pour lutter contre la surpêche et contre l'agriculture intensive. Et à côté également les questions de précarité de la jeunesse. Pour cela, nous proposons la fin des stages non rémunérés car il est inacceptable que les étudiants travaillent gratuitement et continuent à vivre dans la précarité. Plus largement, nous défendons un SMIC européen
pour mieux rémunérer tous les travailleurs et toutes les travailleuses d'Europe. Alors pour ces mesures qui protègent le climat et les êtres vivants, on compte sur vous le 9 juin, votez et faites voter Marie Toussaint. Le 9 juin, nous avons le pouvoir de tout changer. Rendez-vous le 9 juin, votons écologiste. Alors le 9 juin, transcendons les frontières et votons Marie Toussaint. Alors, nos jeunes candidats et candidates sont dans la salle, donc n'hésitez pas à les applaudir. Nolwenn, Jonas, Armel, Corentin, Lancelot, Loris, Logan, Juliana, Théo, donc vraiment bravo pour votre engagement. Et donc maintenant, on va accueillir une personne qui est également une ancienne secrétaire nationale des jeunes écologistes, une personne qui a tordu le bras de Macron dans l'affaire du siècle, une personne qui a mis l'écologie, la paix, la justice au cœur de son combat, et évidemment la personne qui est notre tête de liste pour ces élections européennes. Merci d'accueillir Marie Toussaint. Bonsoir à toutes et tous. Quand j'entends cette chanson, je me dis qu'il y a vraiment des musiques qui traversent les âges. Parce que je crois que je l'écoutais bien avant d'avoir 20 ans. Et quelle force des jeunes écolos, dis donc. Incroyable ce meeting que vous avez organisé de toutes pièces, tout seul. Donc je crois qu'il faut le saluer. Et je vous demande d'accueillir bien fort les jeunes écologistes. On n'imagine pas bien ce que c'est que d'avoir 20 ans en 2024. Je dis pas que mes 20 ans sont si loin que ça derrière moi, mais quand même un petit peu. Avoir 20 ans en 2024, c'est grandir avec le fardeau légué par les générations précédentes qui ont tant promis et finalement si peu achevé. C'est osciller entre l'espoir que les choses peuvent changer si on empoigne l'existence et le sentiment que tout est déjà joué, déjà écrit, déjà foutu. Avoir 20 ans en 2024, c'est avoir été enfermé par une crise sanitaire qui aurait pu être évitée si la santé globale était une priorité et si l'on comprenait, enfin, que notre santé dépend aussi de celle de l'environnement. Avoir 20 ans en 2024, c'est être heurté de plein fouet par le dérèglement climatique et de réaliser qu'en plein milieu du gué, les gouvernements ont tout simplement déserté. C'est aussi voir la démocratie abîmée, la guerre à nos portes et regarder, impuissant, l'engrenage fou qui, depuis la tragédie du 7 octobre, embrase un coin du monde et engage notre avenir commun. Je sais que vous, à l'instar de la jeunesse du monde, demandez un cessez-le-feu à Gaza et la libération des otages. Et je veux vous dire et vous répéter que nous portons, nous aussi, ces revendications qui sont le seul chemin possible vers la paix. Alors je vous regarde, et c'est à la jeune génération que je m'adresse. Demain vous appartient.
C'est un grand plaisir, un vrai grand plaisir qui me provoque de l'émotion, que je suis avec vous aujourd'hui, vous dont l'énergie et l'enthousiasme n'a d'égal que l'irrésistible désir de changer le monde, de transformer l'Europe et d'y faire vivre la justice et l'écologie. Et être avec vous aujourd'hui, c'est aussi, et je dois bien le dire, une forme de ressourcement dans un moment de campagne qui est difficile. Rien ne nous est épargné, et je savais bien, en m'engageant dans cette campagne, que ce serait le cas. Chaque erreur nous est comptée au centuple, et dans les jours et les semaines à venir, nous avons donc un devoir d'excellence pour sortir de la mauvaise passe que nous traversons. Je sais pouvoir compter sur vous, et je voulais vous dire que j'ai un plan. Et ce plan, il tient en 3 mots. Humilité, lucidité et combativité. Tout commence par l'humilité de reconnaître que notre début de campagne n'a pas rencontré l'adhésion populaire. Vous riez parce que j'ai dit humidité au lieu d'humilité, hein, c'est ça. Mais vous êtes quand même un peu long à la détente parce que vous avez mis 5 ou 6 secondes. Je me suis dit, allez, ça va passer. Je recommence. Tout commence par l'humilité de reconnaître que notre début de campagne n'a pas rencontré l'adhésion populaire. Alors il nous faut continuer à être présents sur le terrain, je sais que vous le faites, partout où les gens souffrent des injustices sociales et des conséquences dramatiques du dérèglement climatique. Et loin, bien loin, des caricatures qui opposent la fin du monde et la fin du mois, et nous campant bobos déconnectés, je veux dire et redire ici que nous, les écologistes, n'avons aucune leçon de conscience sociale à prendre de personne. Et j'ajoute, mes chers amis, que dans notre lutte, la solution viendra d'en bas. Parce que nous n'avons pas la puissance des médias cajoleurs pour diffuser notre récit. Alors, ne comptons que sur nos propres forces. Elles sont nombreuses. Déployons-nous, multiplions-nous et dépassons-nous. Bon, j'ai pas fini parce que je vous ai dit que mon plan, il était en 3 mots. J'en ai fait que 2. J'ai dit l'humilité, la lucidité. J'en ai fait qu'un en fait. Le deuxième, c'est la lucidité. La lucidité pour caractériser le moment politique que nous vivons. Marine vous en a déjà parlé. C'est un moment du grand recul écologique. Les avancées écologiques, celles que nous avons arrachées par nos mobilisations, dans les manifestations pour le climat, dans les prétoires des tribunaux ou dans les hémicycles, sont aujourd'hui menacées. Et à l'instant où je vous parle, l'extrême droite sourit, goguenarde et arrogante, tandis que l'écologie grimace, partout mise sous le boisseau, partout mise en accusation, partout attaquée comme étant la cause de tous nos maux. Au moment même où le dérèglement climatique et la perte de biodiversité s'accélèrent. En résumé, l'écologie est devenue une vérité qui dérange et le national-populisme est malheureusement un mensonge qui prospère. Et si Jordan Bardella marche sur les eaux électorales et multiplie les sondages favorables comme d'autres avant lui multipliaient les pains, c'est qu'il utilise le moteur à propulsion du ressentiment. Et de ressentiment, notre société en regorge. Le programme de Bardella, c'est simple, 2 tiers de vide et 1 tiers de haine. Mais ça marche. Ça marche parce que des années de dépolitisation ont préparé les esprits à se soumettre aux bonimenteurs de bas étage. Un sourire ultra bright vaut mieux qu'un programme structuré. Alors face à la simplification permanente qui ne prépare que le désastre démocratique, nous assumons, nous autres écologistes, de défendre des positions plus complexes. C'est peut-être difficile, mais il faut le faire, sans céder à la tentation du raccourci.
Oui, le Rassemblement national a réussi sa dédiabolisation, et tout en continuant à surfer sur les osomâtres de l'identitarisme, il fait converger vers lui toutes les colères, toutes les peurs, et notamment la peur du changement. Il dit « Votez pour moi, je vous promets que la France d'autrefois sera la France de toujours ». Il dit qu'il combat le grand remplacement, mais ce qu'il dit moins, c'est que sa politique et celle de ses alliés aggraveraient le grand dérèglement climatique. Le Rassemblement national de Le Pen et de Bardella, en réalité, se fiche totalement de l'écologie. Ils n'y comprennent rien et ils jouent juste avec la démagogie contre les normes environnementales qui, selon eux, enquiquinent tout le monde. Alors, face au grand recul écologique, il nous faut un grand combat. Et c'est celui-là, chers amis, que je vous invite à mener avec nous. Et j'en arrive enfin au troisième mot de mon plan, la combativité. Et vous avez vu, je l'ai bien prononcé. Alors nous allons tenir bon. Et oui, nous allons aller chercher un bon score avec les dents. Parce que le climat ne peut pas souffrir d'attendre 5 ans de plus. Parce que nous ne pouvons plus laisser disparaître les insectes. Et parce que les crimes commis par les industriels, couverts par l'État, comme ceux commis par Nestlé ou par Alma Source, eh bien ceux-là doivent cesser. Et c'est simple, chers amis, c'est simple. Quand le dérèglement climatique s'accélère, Emmanuel Macron abandonne les législations pour le climat. Qui se mobilise? Qui se mobilise? Les écologistes. Quand le vivant disparaît à toute vitesse, Emmanuel Macron enterre le plan Écophyto. Qui se mobilise? Et quand les taux de cancer explosent, eh bien oui, c'est le représentant d'Emmanuel Macron à Bruxelles, Thierry Breton, qui reporte toutes les législations susceptibles de réduire l'utilisation des produits toxiques. Là encore, qui le combat? Les écologistes. Alors oui, nous pouvons être fiers. Et la bataille, je vous le dis, est difficile. Regardons la vérité européenne en face. La majorité politique en place, les conservateurs, les libéraux et les socialistes, viennent de publier leur plan stratégique pour les 5 années à venir. Connaissez-vous le contenu? Je vais vous le dire. Rien pour le climat, rien pour la biodiversité, rien pour la santé, rien pour le pouvoir d'achat et rien pour la justice sociale. Alors je vous le dis, méfiez-vous des contrefaçons. Je vous le dis sans dureté, mais sans naïveté. Parce que l'écologie, ce n'est pas quelques lignes dans un grand discours qui permettent de laver plus vert une politique néfaste pour les écosystèmes, pour le climat et pour la santé. L'écologie, ce ne sont pas les grands mots d'un côté et le détricotage environnemental de la PAC de l'autre. L'écologie, ce n'est pas le déploiement des méga-camions, des accords de libre-échange et des règles budgétaires qui entravent tout investissement dans la transition écologique. Et l'écologie, ce n'est pas, cela ne peut pas être et cela ne sera pas le soutien à l'autoroute A69. Alors j'entends celles et ceux qui me disent « Glucksmann, c'est pas mal ». Et je veux leur répondre ceci. Le risque, c'est de s'endormir le 9 juin en ayant voté Raphaël Glucksmann et de se réveiller le 10 juin avec le retour de François Hollande. Attention, attention à la publicité mensongère. Lisez bien les petits caractères en bas du contrat. Avec les écologistes, au moins, les choses sont claires. Voter pour nous, c'est voter pour une Europe zéro toxique à Bruxelles, comme à l'Assemblée nationale contre les polluants éternels et comme à Strasbourg avec les paniers d'alimentation 100% saine pour les femmes enceintes. Voter pour nous, c'est voter pour une Europe du climat
qui vise le 100% renouvelable, qui reprend en main ses secteurs stratégiques en matière d'énergie fossile avec un fonds souverain et se donne les moyens d'agir avec un ISF climatique. À Bruxelles, comme à Paris, comme à Grenoble, qui est passé au 100% renouvelable. Votez pour nous. Votez pour nous. C'est voter pour une Europe de la justice qui se dote d'un droit de veto social pour que plus jamais les politiques menées par l'Union européenne n'accroissent la pauvreté. Et à cet égard, les amis, j'ai une bonne nouvelle pour vous, que je ne vous ai pas encore partagée. Nous venons cette semaine d'inscrire dans la loi européenne, grâce à la mobilisation des écologistes, grâce à notre mobilisation, l'interdiction des coupures d'électricité pour les ménages les plus vulnérables. Et ce combat-là pour la justice aussi, nous le menons à Bruxelles, comme au Sénat en réclamant un revenu d'autonomie pour les jeunes, comme à Lyon où nous avons rendu les premiers litres d'eau gratuits. Et merci à nos maires, ici présents ou loin de nous aujourd'hui, mais de plein cœur dans la campagne, pour tous les jours écrire le quotidien de nos villes en vert. Pour nous, les choses sont simples. Nous devons passer d'une économie qui protège à une économie qui répare. Ça signifie des normes plus ambitieuses, harmonisées par le haut et pas par le bas, pour éviter la mise en concurrence au sein même de l'Union européenne. Ça veut dire un grand plan d'investissement pour faire de l'Europe la championne de la dépollution du monde. Ça veut dire un pacte pour l'emploi, pour que tous les salariés européens soient protégés et accompagnés dans l'indispensable transition. Et ça veut dire aussi, et je sais que mes camarades colistiers et colistières vous en ont parlé, eh bien ça veut dire une protection sociale universelle, ça veut dire une couverture santé universelle, ça veut dire un revenu formation pour la jeunesse, ça veut dire un ticket climat pour le train, ça veut dire un service public européen du médicament. Nous sommes les plus cohérents dans tous les domaines. Par exemple, nous, les écologistes, nous ferraillons depuis des décennies pour nous libérer de notre dépendance au gaz russe, contre toutes les autres familles politiques. Nous nous battons encore aujourd'hui contre le pétrole ou le gaz du Qatar, ou contre les gazoducs qui iront puiser dans les eaux contestées entre Israël et la Palestine. Qui d'autre que les écologistes a un engagement sans faille, sans détour et sans compromission pour la paix. Et vous savez, rien n'est impossible. Non, rien. À qui c'est mener bataille? Alors oui, la campagne est difficile, je vous en ai parlé. J'avais d'ailleurs annoncé depuis le début qu'elle ne serait pas un dîner de gala. Mais si moi j'ai l'habitude des combats écologistes, eh bien c'est aussi parce que nous avons l'habitude des combats difficiles. Rappelez-vous, pour les plus anciens, quand Noël, ma mère, a célébré le premier mariage gay à Bègle, il y a bientôt 20 ans, il fut alors couvert de ridicule. Mais qui peut dire aujourd'hui qu'il n'avait pas raison? Alors ne baissez jamais la tête. Vous, la jeunesse, vous êtes les éclaireurs de l'avenir, dont la rapacité d'un système capitaliste devenu fou veut vous priver. Vos vies ne sont pas à vendre, vos combats ne sont pas à mettre en cage et vos emportements ne sont pas à dompter. Non, tenez bon, ne baissez pas la tête. Vous les jeunes écologistes, vous êtes les derniers maillons d'une chaîne déjà longue d'insurrection contre la destruction du vivant. Alors si parfois la fatigue vous étreint, je n'en ai pas le sentiment aujourd'hui, et que le désespoir alourdit vos épaules, non plus, mais quand même, souvenez-vous de nos victoires. Michel Rivasi qui nous manque beaucoup, Michel Rivasi qui a mis Monsanto dehors du Parlement européen. Karima Delli qui a fait éclater le scandale du Dieselgate. Yannick Jadot qui a mis fin à la pêche électrique en Europe.
Mélanie Vogel, la présidente du Parti vert européen qui a fait inscrire l'IVG dans la Constitution française. Et évidemment, j'en oublie, mais c'est l'abnégation, la détermination et la cohérence sans faille des écologistes qui fait notre force. Et, chers amis, chers camarades, tous ces combats remportés me donnent quotidiennement de la force. Je suis une enfant de l'écologie de combat, celle qui ne se contente pas de pérorer dans les salons, mais qui, tous les jours, protège le vivant. En 2018, on me disait qu'il était impossible de faire condamner l'État français pour inaction climatique. Je me suis démenée, j'ai été chercher les soutiens un par un, et nous avons été 2,5 millions à nous engager pour porter et emporter l'affaire du siècle. C'est fini, hein? Mais j'arrive sur la fin quand même. Et peut-être que vous vous souvenez de 2018 et de 2019, c'était un moment où on nous expliquait que la mobilisation des Gilets jaunes contre une taxe carbone injuste était une mobilisation contre le climat. Et pourtant, Priscilla Ludowski, qui est aujourd'hui présente, mène aujourd'hui avec nous le combat pour une Europe plus juste, plus démocratique et vraiment écologiste. Et quand d'aucuns voulaient fermer les yeux sur les crimes majeurs qui avaient été commis par l'armée américaine sur les résistantes et les résistants vietnamiens en répandant sur eux l'hypertoxique agent orange. Quand encore aujourd'hui, le gouvernement français refuse d'octroyer justice et réparation à la Guadeloupe et à Martinique face au chlordécone, quand Total pense se sortir indemne de sa stratégie climaticide et antisociale, eh bien nous, les écologistes, nous avons obtenu l'inscription de l'écocide dans le droit européen. Nous l'avons fait ensemble, sans nous laisser démonter par les lobbies et les épicines. Personne d'autre que les écologistes. Et nous allons continuer, alors gardez espoir. Vous êtes la clé de la réussite de notre bataille. Allez dire partout, allez chercher les soutiens un par un, allez leur dire que les écologistes sont là et que non, leur détermination ne faiblira pas. Alors, face au recul, face au grand recul, construisons ensemble le grand sursaut. Au combat, camarades, au combat. Au combat, Mélissa. Au combat, Abdoulaye. Au combat, Pauline. Au combat, Régis. Au combat, Amine. Au combat, Priscilla. Au combat, Majdoline. Au combat, Jonas, Corentin, Loris, Théo, Lancelot,